Amis internautes Seneweb TV, bonjour et bienvenue. Dans le cadre de la célébration de nos 20 ans, Seneweb a choisi d'organiser une série de panels. Et pour celui du 30, il sera question de parler des violences électorales au Sénégal. À ce propos, nous recevons aujourd'hui Alioune Tine de la société civile. Monsieur Tine, bonjour. Bonjour. Nous avons vu ce qui se passe ces derniers temps. Il y a eu des cas de violence notés dans l'arène politique. Est-ce que nous devons avoir peur? Bien sûr qu'il faut avoir peur parce que il est évident que c'est mal parti. Hein. C'est mal parti depuis les déclarations de candidature avec tous les contentieux. Puis ensuite, on a un certain nombre de leaders politiques qui comptent. Et quand on regarde, ils ont quand même un fil à la patte, que ce soit Barthélémy Diaz, il faut le dire, et puis Ousmane Sonko aussi. Donc, tout cela fait que il n'y a pas de stabilité de la part de ces acteurs. Ils ne sont pas les seuls. Il y a Karim, il y a également Khalifa Sall. Donc ça amène tout de suite une crise de la représentation démocratique chez nous. Et ça amène également une crise de l'élection. Et surtout de la performance démocratique de l'élection chez nous. Donc tant que nous n'avons pas cette sérénité que celui qui a gagné, ou celui qui a gagné va gouverner. Parce que Khalifa a gagné quand même la mairie de Dakar, mais bon, il n'a pas pu gouverner, il s'est retrouvé en prison. Les deux autres aussi, Sonko, est-ce que s'il va gagner Ziguinchor, il va gouverner? Je pense que ça, c'est des questions qui aujourd'hui ne contribuent pas à créer une certaine sérénité sur le champ politique au Sénégal aujourd'hui. Il me semble que c'est à cause de cela que certains qui se sentent à tort ou à raison menacés dans leur existence politique se disent, écoutez, la solution c'est, si vous voulez, comme on dit, l'équilibre de la terreur ou de la peur. Est-ce qu'il est normal que dans un pays dit démocratique, que des hommes politiques se sentent menacés pour leur engagement politique? Ce n'est pas normal, c'est parce qu'en réalité, ce qu'on appelle l'état de droit ne fonctionne pas correctement au Sénégal. Ça fait mal quand nous le disons, mais quand on regarde également le fonctionnement de la justice aujourd'hui, ces derniers temps, l'usage qu'on en fait qu'on a l'impression qu'on utilise la justice pénale pour neutraliser des adversaires politiques et on peut utiliser aussi la justice constitutionnelle pour éliminer aussi des leaders politiques. Et cela, ça crée une espèce de violence structurelle qui fait que c'est extrêmement difficile, même pour nous, société civile, de combattre cette violence structurelle, souvent sans effectivement que les uns ou les autres ne vous jettent l'anathème. Mais cela ne doit pas, bien sûr, nous faire baisser les bras, parce que combattre la violence, c'est combattre également pour qu'on ait un état de droit, pour que les libertés fondamentales soient respectées, pour que la constitution du pays soit respectée, parce que si elle était respectée, on n'aurait pas eu ce genre de violence. C'est pour ça que l'état de droit fait partie quand même des thèmes les plus importants que nous traitons ici à Africa Jom Center. C'est la question de la démocratie, de la crise profonde de la légitimité démocratique, la crise profonde du contrôle démocratique. Parce que c'est ça aussi. Parce que le contrôle démocratique, c'est avoir la possibilité d'interpeller les candidats, de leur demander également de s'expliquer sur leur comportement. Mais dès que vous le faites également, vous êtes hégémonique. Donc le contrôle démocratique, il est extrêmement important. Et il faut que les citoyens l'exercent. À défaut, effectivement, qu'un Parlement qui n'est pas le Parlement du président de la République l'exerce. Donc c'est important. Et tout cela fait que, bien sûr, on a un champ politique aujourd'hui sous tension.
Et il faudrait que Et tous les comment citoyens... analysez-vous les discours de part et d'autre du pouvoir? Écoutez, nous avons des enjeux de pouvoir qui ont augmenté, qui se sont multipliés par 20, 30, je dirais même par 100, avec les découvertes d'énormes ressources de pétrole, de gaz, les ressources minérales, qui fait que, effectivement, ça aussi, ça peut impacter sur la démocratie. Et ça a impacté sur la démocratie dans d'autres pays. Vous savez, le pétrole et les ressources minérales, ça peut être vraiment quelque chose de très bénéfique, un paradis, mais ça peut être un enfer pour certains États. Ça peut amener des conflits pour certains États. C'est pour ça qu'il faut effectivement les mettre sur la table, les expliquer et ramener les acteurs politiques à la raison. Moi, je pense que le troisième mandat en 2011, c'était 2012, 2011, 23 juin et tout ça, c'était le pétrole. Parce qu'après, tout de suite, on a découvert l'histoire du pétrole et également des acteurs qui étaient intéressés qui viennent. Parce que le pétrole aussi, c'est des possibilités de corruption énormes. Voilà. Aujourd'hui, quand même, si vous avez un président qui a combattu à nos côtés contre le troisième mandat, mais bon, aujourd'hui, c'est pas clair. Mais moi, j'estime que le président a une intelligence quand même politique que tout le monde lui reconnaît aujourd'hui. Et bon, qu'il ne va pas tomber, si vous voulez, dans les mêmes erreurs que le passé récent qu'on a vécu aujourd'hui. Et il me semble effectivement que une fois que vous avez tourné la page du troisième mandat, il faut trouver les moyens de sortir par le haut. Et une fois que c'est trouvé, je pense que... Vous jugez que le président Macky Sall devrait trouver un moyen de sortir par le haut? C'est lui. C'est lui qui a les initiatives politiques. C'est lui qui a le pouvoir. C'est lui qui a la possibilité, quand ça ne va pas, de prendre les initiatives politiques les plus appropriées pour que la paix revienne. Et effectivement, quand, à un moment donné, Senghor, c'était ça l'étape de la démocratie à l'époque, hein, quand ça ne marchait plus, il a dit, bon, tiens, je vais donner le pouvoir à Diouf. Il a donné le pouvoir à Diouf par des méthodes, si on veut, administratives et pacifiques, peu démocratiques, mais c'était là le niveau de la démocratie. Diouf aussi, à un moment donné, il a senti effectivement que la pression était forte à cause de l'usure du pouvoir. Donc, il a mis en place des mécanismes et il a mis aussi des hommes qui ont permis d'avoir une alternance qui a été chantée en 2000 par tout le monde. Voilà. Maintenant, c'est après, effectivement, 2000 que nous avons connu si vous voulez, tous les problèmes démocratiques, d'alternance que nous avons connus. Parce qu'il faut bien le reconnaître, hein, nous avons des alternances sans alternative. D'autres viennent. Ils font les mêmes politiques. Les mêmes politiques, c'est quoi? C'est de dire, bon, tiens, on se met en coalition politique. C'est ça aussi. Est-ce que ce n'est pas parce que simplement les gens se réunissent, non pas pour élire, mais pour faire partir un président? Il y a ça. C'est que l'usure du pouvoir fait que quand les gens veulent rester, et veulent rester par force, veulent rester si vous voulez, en s'appuyant sur les moyens de l'État, c'est extrêmement difficile. Ça crée des insurrections. Et les insurrections ne sont pas des solutions non plus, parce qu'en réalité, ce sont les mêmes qui reviennent d'une autre manière, qui se disent, mais tiens, lui, il est usé, on écarte, et puis, bon, ils viennent et ils font à peu près la même gestion. Donc, c'est pour ça que, pour sortir de la panne démocratique, il nous faut réfléchir. Il nous faut repenser notre démocratie, il nous faut repenser ce qu'on appelle aussi notre géopolitique, parce que la géopolitique aujourd'hui fait que nous n'avons plus aujourd'hui, si vous voulez, les moyens de nous entretuer, nous n'avons plus les moyens d'être en conflit, nous n'avons plus les moyens de nous affaiblir, d'affaiblir notre démocratie, d'affaiblir notre vivre ensemble. Parce que quand même, quand on regarde autour de nous, partout ça ne va pas. Et dès que vous êtes divisés, il est évident que les forces les plus opportunistes arrivent et puis vous achèvent comme ils le font ailleurs. Donc nous avons intérêt, nous, au Sénégal, quand même, qui avons quand même une tradition
démocratique quand même qui date du 19e siècle. Vraiment de toujours donner le là pour la stabilité, pour la paix, pour le règne de l'état de droit. Nous devons renforcer l'état de droit. Et ça, c'est au président de la République qui est jeune, qui est dynamique, qui est intelligent, vraiment de montrer des signes et de prendre des initiatives de nature à calmer le jeu politique aujourd'hui. C'est un impératif catégorique. Avec votre expérience, est-ce que vous n'avez pas l'impression d'être dans un éternel recommencement? Mais bien sûr qu'on est dans un éternel recommencement parce que, vous savez, la géopolitique du monde a changé. Et puis également, il y a un phénomène nouveau, c'est le numérique. Écoutez, aujourd'hui, ce n'est pas parce que je suis un homme politique que je suis un homme public. N'importe qui peut être un homme public. Vous avez des cassettes ou des vidéos qui peuvent, si vous voulez, déstabiliser carrément la démocratie, les élections et tout. Donc, ça, c'est des phénomènes nouveaux qu'il nous faut intégrer. Il nous faut intégrer le fait aussi que bon, les inégalités que nous avons, qui sont très fortes, écoutez, ça facilite le travail de ce que j'appelle des forces opportunistes ou djihadistes. Il faut venir dans les villages, voir les gens les plus pauvres, commencer à les aider, sortir un livre, sortir également une idéologie, et puis après les gens, ils suivent. On leur donne des armes, on leur donne de l'argent, et c'est ça qui se passe. Dans les pays, par exemple, du Sahel, qui sont des pays énormes, où la porosité des frontières fait qu'avec l'absence des forces de l'ordre dans les frontières, qu'il y ait une espèce d'alliance entre, si vous voulez, les bandits. C'est ça que vous avez au Nigeria, que vous avez au Niger et ailleurs, avec également les djihadistes de façon globale. Donc, ça là, il nous faut réfléchir pour trouver des réponses à cela, parce que les forces de la communauté internationale qui sont venues, les stratégies qui ont été mises en place, qui nous viennent d'ailleurs, montrent effectivement que c'est à nous, les Africains, de penser, de repenser notre géopolitique, de repenser les stratégies et de repenser les réponses les plus appropriées. Mais la déstabilisation, ça commence quand les politiques et la démocratie commencent à produire de la violence. Justement. Quand il n'y a pas de vision politique qui nous permette de dire, mais tiens, voilà, quand il n'y a pas de réflexion. Aujourd'hui, c'est un moment où vraiment il y a un véritable basculement au niveau mondial. La démocratie s'est détériorée partout, l'élection s'est détériorée partout, la question de légitimité se pose partout. Donc c'est à nous, les Africains, de réfléchir à ça, de trouver des réponses et de trouver, si vous voulez, des formes de démocratie qui sont beaucoup plus adaptées au contexte mondial. La charte de la non-violence que l'opposition a refusé de signer. L'opposition est libre de signer ou de ne pas signer. Moi, j'ai l'expérience. Les hommes politiques sénégalais signent rarement les chartes qu'on leur propose. Nous, on l'a fait avec le pacte républicain. Je me rappelle, il y a longtemps, on avait proposé aussi dans les années 90 les chartes des partis politiques, parce que moi, j'ai participé à la confection de chartes de partis politiques dans les années 90 en Côte d'Ivoire, au Niger. Au Sénégal, il n'y en a jamais eu. N'empêche, proposer quand même une charte de la non-violence, c'est parce qu'effectivement, nous avons fait le constat que la violence, elle est récurrente, elle est structurelle et elle est dévastatrice. Nous l'avons vu. Quand nous avons vécu ce qu'on a vécu au mois de mars, proposer, si vous voulez, une charte, que ce soit une charte de bonne conduite ou quoi que ce soit, ça fait sens. En parlant d'élections, être maire était quelque chose de bénévole, mais on voit que les convoitises augmentent de plus en plus. Qu'est-ce qui est à l'origine de cela? Écoutez, c'est parce qu'au départ, il y avait les partis politiques. Les partis politiques, ils exprimaient des fois, si vous voulez, c'était une reproduction un peu de la société à la base. Ceux qui étaient des communistes, par exemple, étaient formés par les gens les plus pauvres, parmi les ouvriers, etc. Donc, il y avait une représentation sociologique. Aujourd'hui, nous avons des mouvements. C'est-à-dire que la demande politique, ça venait d'en bas. Maintenant, vous avez quelqu'un qui va créer son mouvement très rapidement, qui propose quelque chose et qui dit suivez-moi.
Vous savez, chez nous, ça a commencé avec Macky et sa coalition. Hein. Et puis ensuite, on a eu très rapidement, comme on dit, Sonko, ça va très vite. Et ça, c'est des gens qui sont, comme on dit, qui sont suivis par des gens. Quand on va en France, c'est un peu comme ça. Les partis politiques aujourd'hui, vous regardez, ils sont en perte de vitesse. Macron, c'est son mouvement. Le Parti socialiste est mort. Donc, il y a une réflexion à faire sur les partis politiques, sur leur survie, etc. D'ailleurs, maintenant, on n'a pas de partis, on a des coalitions. Et les gens se disent, il n'y a que avec la politique que l'on peut vivre, qu'on peut avoir de l'argent. C'est vraiment l'ascenseur social. Et quand vous regardez les élections aujourd'hui, ce n'est pas n'importe qui y participe. Ah oui, mais avec le fait de la caution que vous payez, n'importe qui ne peut pas payer la caution. On a créé un filtre. Est-ce normal d'ailleurs? Non, ça veut dire qu'aujourd'hui, la politique, ça devient une profession qu'on exerce. Et certains l'exercent dans leur vie. Ils n'ont rien d'autre à faire que la politique. Mais à partir de ce moment-là, ça force le jeu. Maintenant, comme j'ai dit, hein, la question de la représentation, comme on dit, et la représentation de la diversité, mais ce qu'on appelle la démocratie présidentielle, surtout le présidentialisme tel qu'on le vit en Afrique, qui est un présidentialisme fort, nous avons besoin de réfléchir sur le présidentialisme et ses effets. Ses effets dans toute la sous-région aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, il y a un véritable recul de la démocratie dans la région de l'Afrique de l'Ouest. Véritable. Et ça se manifeste aujourd'hui, on l'a vu, par l'émergence des coups d'État militaires. Selon vous, quel est le bon profil, surtout pour la mairie de Dakar? Bon, moi, je ne veux pas dire ceci est le bon profil. Le bon profil, on le verra. On va écouter les gens, on va écouter les offres politiques, on va écouter le débat. Mais ce qu'il y a, aujourd'hui, nous avons, par exemple, les capitales africaines. Je parle de Dakar. Mais Dakar, on ne peut plus vivre correctement. Dakar est une ville très polluée. Dakar est une ville où tu ne peux pas circuler. Tu ne peux pas circuler correctement à Dakar, surtout à certaines heures. Tu ne peux pas te promener à pied en ville à Dakar. Tu dois pouvoir te promener certains moments en ville avec ta femme, avec ta bien-aimée, avec tes enfants. On ne peut pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le cadre de vie de Dakar s'est tellement détérioré qu'il faut retravailler à ça. Mais prenez par exemple le littoral de Dakar. Mais il n'y a plus de plages presque. Toutes les plages ont été privatisées par des gens, ce qui n'est pas normal. Le béton armé partout. Donc nous avons besoin effectivement de villes vertes, nous avons besoin de villes intelligentes, nous avons besoin de villes écologiques, nous avons besoin de villes où il faut bien vivre. Si vous voulez, une ville que s'approprie le piéton. Une ville que s'approprie celui qui veut se promener à vélo, qu'il se promène à vélo. Mais ce n'est pas possible. La ville, c'est des vieilles voitures. Donc, il faudra que le bon profil propose quelque chose. Le bon profil, c'est de nous donner un cadre de vie où, moi, quand je viens à Dakar, que je marche, que si je peux marcher partout en ville, que je le fasse, mais partout où vous allez, c'est vraiment les kiosques, c'est les voitures qui prennent la place des trottoirs. Vous ne pouvez pas circuler. Il nous faut de temps en temps, même à Dakar, nous dire le dimanche, aucune voiture ne circule et que les gens aient la possibilité de marcher, de flâner. S'il y a des gens qui vendent ou qui font du commerce, à la limite qu'ils soient autorisés, mais à un moment donné, dire, écoutez, on fait du plateau vraiment une ville piétonnière où tout le monde marche. Et puis on essaye de faire des parkings ailleurs, là-bas, mais que plateau, que les gens puissent marcher, rouler à vélo. Ça serait bien. Il faut faire un grand effort pour, sur le plan de l'environnement, vraiment améliorer la vie à Dakar. Alioune Tine, nous allons à présent parler de justice. Que vous inspirent les dernières décisions du Conseil supérieur de la magistrature? Le grand problème, ce n'est pas seulement le Conseil supérieur de la magistrature. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu ce qu'on appelle une
véritable rupture profonde pour émanciper la justice sénégalaise. Il faut le dire. Et moi, bon, je le dis en toute sincérité, il y a quand même quelqu'un qui a produit quand même une réflexion sur la justice, qui a dirigé l'UMS, qui est Télico. Je pense quand même avec tout le background qu'il a, il peut bien animer la réflexion sur une justice impartiale ici à Dakar. Bon, l'envoyer à Tambacounda, je ne sais pas qu'on ait des problèmes avec Tamba, mais surtout du fait du contentieux que tout le monde connaît, à partir de ce moment, c'est comme si on utilisait les mêmes méthodes coloniales pour y aller. Maintenant, il nous faut voir comment avoir une justice impartiale, une justice indépendante, comment il faut donner les moyens à la justice et aux magistrats d'exercer leurs fonctions de façon indépendante pour quand même qu'il leur soit restitué leur légitimité et la légitimité des positions, des décisions qu'ils prennent, surtout en matière politique. Je le dis surtout en matière politique, c'est parce que c'est en matière politique où nous avons le plus grand nombre de problèmes avec la justice. Donc, il nous faut débattre, réfléchir, créer les conditions pour avoir une justice qui s'émancipe, si vous voulez, des fourches codines de l'exécutif. On a un exécutif trop fort, et également qui fait ce qu'il veut de la justice, surtout en matière politique. Et ça aussi, c'est un facteur de violence. Dans le rapprochement entre la politique et la justice, nous avons vu des hommes, des magistrats s'investir dans les listes. Quelle appréciation faites-vous de cela? Les magistrats, c'est des citoyens comme tout le monde. Mais il faut ne pas tomber dans ce qu'on appelle les conflits d'intérêts. S'ils veulent faire de la politique, en réalité, qu'ils démissionnent de la justice. Et ça doit être très clair. Ce n'est pas négociable. On a le cas Boun Khattab qui a une disponibilité. Bon, s'il a une disponibilité, bon, ça veut dire qu'il peut faire ce qu'il veut. Il n'exerce pas. Donc ça peut se comprendre aussi. Nous allons maintenant parler santé. La Covid semble être maîtrisée au Sénégal. Quelle appréciation vous faites de la gestion? Bon, il faut dire que ce n'est pas seulement au Sénégal, dans la plupart de nos pays où il y a la chaleur, la Covid a des difficultés vraiment à rester, à vivre. Donc, maintenant, on va aller dans une période un peu plus froide où les conditions vraiment d'un développement de la Covid vont être, comment dirais-je, réelles. Il faut que les mesures, l'espace, les masques, distanciation sociale, que toutes ces mesures-là vraiment soient respectées par tout le monde. C'est très important. Justement, les Sénégalais semblent être réfractaires au vaccin. Quelle solution? Moi, je pense que... Moi, je me suis vacciné. Hein, j'ai pris même 3 doses. J'ai pris les 2 doses de Sinopharm et une dose de Johnson parce que pour aller en Europe, les gens ne reconnaissent pas, surtout en France. Donc, moi, je pense qu'il faut aller se faire vacciner parce que c'est la seule solution. Ce n'est pas efficace. Et que faire pour convaincre les Sénégalais? Pour convaincre les Sénégalais, je pense que, à l'époque coloniale, quand on avait demandé à El Hadj Malick Sy, il n'a pas parlé, il est allé, il s'est fait vacciner. Et la plupart des gens sont allés se faire vacciner après. Vous savez, ce n'est pas seulement les Sénégalais. Hein, il faut voir ce qui se passe en Guadeloupe. Les Africains, parce qu'effectivement, pendant très longtemps aussi, ils ont été des cobayes, pendant la période coloniale, pendant la période de l'esclavage. Donc, ils se méfient. Et c'est une méfiance qui date de très longtemps. Donc, on le comprend, mais à l'heure actuelle, dans la Covid, on est surtout dans l'ordre de l'incertitude. Hein. Rien n'est clair, rien n'est acquis, tout change. Donc, la meilleure des solutions aujourd'hui, c'est vraiment pour moi, hein, parce que moi, je ne vais pas jeter la pierre à ceux qui ne vont pas se faire vacciner, mais bon, pour moi, il faut aller se faire vacciner. Le président Macky Sall, hier, a avancé l'argument du secret médical pour les raisons d'un tourisme sanitaire. Qu'en pensez-vous? Écoutez, ça c'est très léger de mon point de vue. Le grand problème que nous avons, c'est qu'il faut aujourd'hui investir
dans la santé, investir dans les infrastructures de santé, investir dans les personnes ressources. Parce que quand même, ça fait beaucoup d'argent pour les gens qui vont aller se faire soigner ailleurs. Donc, il faut que la souveraineté, notre propre souveraineté par rapport à la santé, que ça soit garanti vraiment en Afrique. Normalement, vraiment, les gens, généralement, toutes les grandes personnalités, ils meurent à l'étranger, on les amène dans les avions ici. Ça veut dire tout simplement, si on avait les moyens ici, que les gens même viennent faire du tourisme médical ici, sur place. Vraiment, c'est... Moi, je pense que ce n'est pas parce que les gens, bon, pour les raisons de secret médical, les gens vont en Europe ou ailleurs, non. Il faut investir dans la santé parce que la santé, c'est le développement, la santé, c'est la richesse. La preuve, hein, la COVID-19 nous montre effectivement que la plupart des États, même développés, qui n'avaient pas investi dans la santé, sont en train de le faire maintenant. Donc, il faut que les Africains, ensemble, travaillent et essayent également d'avoir les mêmes performances ailleurs. Surtout la santé. La santé, on ne peut pas se développer sans avoir quand même des citoyens qui sont bien sains, bien formés, etc. Vous êtes enseignant en histoire. Quel commentaire faites-vous par rapport aux résultats des universités sénégalaises au CAMES? Bon, écoutez, vous savez, le problème des résultats, ça dépend des contextes et ça dépend également des investissements qu'on fait, qui sont investis à l'université de Dakar. Hein. Je pense qu'il faut regarder les résultats, il faut les évaluer et puis tirer vraiment les leçons les plus concrètes pour aller de l'avant, parce que l'université de Dakar fait partie quand même des toutes premières universités africaines. Hein. Mais elle a perdu son lustre d'antan. Bon, je ne vais pas dire ça, hein, parce que il faut que les autorités, les universitaires, qu'il y ait un bon débat pour que les universités sénégalaises de façon globale et les universités africaines, que les gens investissent. On ne peut pas se développer sans investir dans le savoir, sans investir dans la recherche et sans revaloriser la fonction intellectuelle, qui est une fonction symbolique très forte. Voilà, sans investir dans l'éducation et dans la culture. Voilà les choses qui vont nous sauver. Ce n'est pas seulement les belles voitures, les belles routes, les ponts, etc. Mais ceux qui les font, il est très important d'investir là-dessus et on verra que pour le développement, ça va aller beaucoup plus vite. On a trop dévalorisé le savoir et les gens qui sont dans le savoir. On a trop dévalorisé l'éducation. Ça, ce n'est pas seulement nos autorités. Hein. C'est la Banque mondiale, le FMI, les passes. Et nous acceptons les passes facilement. Depuis qu'on a les passes, un peu partout, vous voyez, l'éducation est en crise. Ce n'est pas seulement au Sénégal, hein, c'est un peu partout. Donc, mon point de vue, c'est d'évaluer les résultats que nous avons eus au CAMES et d'en tirer les meilleures leçons pour promouvoir le savoir, promouvoir la recherche, promouvoir nos universités. Nous sommes à la fin de notre entretien. Quel est votre dernier mot? Mon dernier mot, c'est qu'il faut quand même que le Sénégal reprenne le flambeau en matière de démocratie. Aujourd'hui, c'est le Cap-Vert. Cap-Vert qui fait quand même signe de référence en matière de démocratie en Afrique de l'Ouest. Démocratie qu'elle a connue de façon très récente, alors que nous votons depuis le 19e siècle. Ça veut dire le 19e siècle, c'est au moment même où la démocratie a commencé dans les pays occidentaux, en les années 1848. Donc, aujourd'hui, nous sommes en train de nous lamenter sur la question de la violence dans le champ politique, ça veut dire que nous avons véritablement reculé. Et là, vraiment, nous invitons les leaders politiques du pouvoir, de l'opposition, nous invitons la société civile à réfléchir sur comment, effectivement, nous pouvons avoir une démocratie qui produit du sens et une démocratie également qui produit la paix et la sérénité dans le champ politique et dans le champ social.
Une dernière question soufflée par mon cadre.